Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jérôme. Ensemble, nous développerons les titres de l'actualité de ce mercredi 16 octobre. Les pompiers sur le banc des victimes cet après-midi au tribunal de grande instance. L'un de leurs agresseurs y était jugé. La politique avec la candidature inattendue du sénateur Jean-Pierre Plancade à la mairie de Toulouse et les 1 an de l'UDI. Et enfin, le flamenco, plus que jamais à la mode. Un festival lui est consacré à Toulouse jusqu'à la fin du mois. Mais tout d'abord, 2 ans ferme. C'est la condamnation retenue contre l'un des agresseurs des pompiers toulousains qui travaillaient au mois d'août dernier. Ils intervenaient et ils ont été caillassés à la Rainerie. Une sentence que certains qualifieront de condamnation pour l'exemple. Le tribunal de grande instance a suivi mot pour mot les réquisitions du procureur, à savoir donc 2 ans d'emprisonnement à l'encontre du prévenu, le seul prévenu dans l'affaire des pompiers caillassés en août dernier. On écoute justement la réaction de l'adjudant-chef Patrick Rivière à la sortie de l'audience. C'est l'un des 3 pompiers à avoir été agressé à l'époque. Ce n'est pas la durée d'emprisonnement, les 2 ans, ou la sanction qui a été donnée à ce pauvre garçon, quoi. Voilà. Moi, c'est le message qui doit être passé. C'est-à-dire que le message qu'aujourd'hui la justice a fait passer, c'est-à-dire que les pompiers, il faut les laisser travailler dans de bonnes conditions. Si vous les empêchez d'intervenir, sachez qu'il y aura des répercussions derrière. On n'est pas formé pour faire la guerre ou pour se défendre en cas d'agression. Donc, laissez-nous faire notre boulot. C'est tout le message. Est-ce que justement, avec cette peine qui vient d'être prononcée par le tribunal, vous vous sentez plus libre et plus en sécurité aujourd'hui pour intervenir dans certains quartiers dits sensibles? On verra par la suite. L'avenir nous le dira. Aujourd'hui, un message a été passé. Un message a été passé et on a été reconnu comme victime. Aujourd'hui, les pompiers de France, c'est pas nous, comme je dis, on est le miroir des pompiers de France aujourd'hui. Et aujourd'hui, la justice a reconnu qu'on avait été victime de nous empêcher de faire notre boulot. Et son avocat, Laurent Boguet, s'est dit pleinement satisfait de cette décision. Avant l'audience, il nous livrait ses angles de plaidoirie. Nous savons que dans ce dossier, des individus à bord d'un scooter se sont rendus au contact de 3 sapeurs-pompiers et leur ont expressément interdit de déballer leur matériel de secours et les ont suffisamment insultés, menacés et violentés pour qu'ils se sentent obligés de devoir évacuer la zone sans avoir pu porter assistance. Pour moi, le délit est parfaitement caractérisé. Il faut essayer de prendre en compte une réalité sociale qui fait que depuis plusieurs mois déjà, les sapeurs-pompiers ont noté que dans certains quartiers difficiles, il y avait une véritable dégradation de leurs conditions de travail. On les empêche d'agir, on les attend parfois. Il arrive même qu'on provoque des guet-apens pour susciter leur venue et déclencher des conflits avec les forces de police qui viennent leur porter assistance. Non, je crois que c'est une réalité qu'il faut avoir le courage de dénoncer. On assiste à une radicalisation d'un certain nombre d'individus qui considèrent peut-être que effectivement certains quartiers sont leur propriété et que les services de secours, les services de police n'ont pas lieu effectivement d'y intervenir. C'est peut-être parce que les services de police et de secours continuent à le faire que les tensions se ravivent. Et l'avocat du prévenu de son côté a évoqué un contexte de malaise qui, selon lui, a fait opter le tribunal pour une décision sévère. Nous l'écoutons. Que dans les quartiers difficiles, effectivement, des pompiers soient visés du fait qu'ils puissent représenter l'autorité, du fait qu'ils puissent représenter l'État, c'est une réalité. On va pas aller à contre-courant à ce niveau-là. Mais dans le dossier qui concerne mon client, dans ce dossier-là, c'est un faux procès que de considérer qu'il a agressé ou qu'il a menacé des gens parce qu'ils étaient pompiers. Il y a effectivement dans ce quartier, on est cheminement rue Accombe, dans le quartier de la Rainerie, on est en plein ramadan en fin d'après-midi, les gens sont certainement à l'extérieur, il fait chaud, il y a une certaine excitation dans le quartier et à partir du moment où on voit une échauffourée entre Monsieur Diab et 2 autres personnes et les pompiers, certains autres jeunes s'approchent de là, les pompiers à juste titre se sentent agressés, se sentent menacés, et je veux bien le croire quand il l'explique, et à partir de là, il y a un effet de groupe qui se joue, mais le client que nous avons défendu aujourd'hui n'est plus dans ce groupe-là. Et donc, est-ce qu'on doit considérer qu'il faille le responsabiliser par rapport à ça, et en quelque sorte, le rendre responsable de ce que 39 autres personnes ont pu commettre, parce que les pompiers décrivent une 40aine de personnes, il est peut-être le premier à s'en prendre à eux, parce qu'il vient d'avoir un problème avec eux, il cherche des explications, ce qui se passe après, qu'on puisse considérer qu'il en est à l'origine, mais de là à le condamner à 2 années de prison pour ce qui s'est passé après alors qu'il n'était plus présent,
Je trouve ça un peu disproportionné. C'est une peine sévère, mais je pense que c'est l'atmosphère qui joue dans ce genre de dossier beaucoup plus que ce qu'on peut réellement reprocher à la personne. Les conséquences de son action ont été graves, mais son action par elle-même, à mon sens, ne méritait pas la sanction qui est prononcée. La défense réfléchit pour l'heure à l'éventualité de faire appel. Sans transition, la diffusion du portrait robot du principal suspect dans le meurtre de Patricia Bouchon vient d'être autorisée par la justice. Oui, petit rappel des faits, le 14 février 2011, cette habitante de Bouloc effectuait son jogging quotidien. Son corps a été retrouvé 6 semaines plus tard à Villematier. Pour l'heure, son meurtrier n'a toujours pas été arrêté. 2 ans et demi après le meurtre de Patricia Bouchon, la justice vient d'autoriser la diffusion publique du portrait robot du principal suspect, un homme de type européen, mal rasé entre 30 et 40 ans. Une diffusion réclamée depuis longtemps par la famille de la victime. Pour les proches de Patricia Bouchon, il s'agit d'une étape importante dans l'enquête. La juge ayant autorisé cette diffusion espère, je cite, réveiller une réaction de quelqu'un ne s'étant pas manifesté jusqu'à présent. Un numéro vert a été mis en place par la section recherche de Toulouse, le 0800 87 89 32. Ce portrait a été réalisé quelques jours après la disparition de la joggeuse sur la base du témoignage d'un homme ayant croisé vers 4h30 du matin le tueur présumé. Celui-ci se trouvait alors dans une Clio de couleur claire. 11 gendarmes sont toujours mobilisés à temps plein sur cette affaire. Depuis le début de l'enquête, 9 gardes à vue ont eu lieu. La dernière s'est déroulée en septembre. Politique à présent, les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars prochains. On pensait les listes plus ou moins arrêtées à Toulouse, mais il y a une surprise, Jean-Marc. Et oui, effectivement, un candidat affilié au PRG, en tout cas pour l'instant, est sorti du bois. C'est une surprise pour tout le monde. Coup de théâtre pour le municipal toulousain de 2014. Jean-Pierre Plancade, le sénateur PRG de Haute-Garonne, se présentera comme tête de liste. Il y aura désormais 4 candidats à gauche. Jean-Pierre Plancade donc, Pierre Cohen, l'actuel maire pour le Parti socialiste, Jean-Christophe Célin du Parti de gauche et enfin Antoine Maurice et Daniel Bleuze pour Europe Écologie Les Verts. Jean-Pierre Plancade officialisera vendredi sa candidature. Interviewé par nos confrères de la Dépêche du Midi, il assure, je cite, « Je n'aurai aucune difficulté à réunir les 68 hommes et femmes de Toulouse qui formeront ma liste. À ce jour, je dispose même d'un réservoir théorique de noms supérieur au nombre de places disponibles. En vertu de l'accord PS-PRG, il devrait être exclu de son parti et se présenter sans étiquette aux élections de mars 2014. En résumé, 4 listes à gauche et 2 listes à droite, Jean-Luc Moudinque pour l'UMP et pour l'instant Christine Deveyrac pour l'UDI. D'ailleurs, c'était également les 1 an de l'UDI aujourd'hui. Et oui, c'est le parti de Jean-Louis Borloo qui vient de souffler sa première bougie. Alors sur le plan national, des accords existent entre centristes. À Toulouse, l'affaire est plus compliquée. Le MoDem et l'UDI n'ont pas encore fait pot commun, si l'on peut dire. Et puis il y a aussi Christine Deveyrac. Alors, quel avenir? Jusqu'à quand est-elle soutenue par l'UDI? Réponse. Sur Toulouse, nous avons une candidate investie par l'UDI qui est Christine Deveyrac et la fédération, l'ensemble de la fédération est derrière Christine Deveyrac. Voilà. Au niveau national, j'attends de voir ce qui se passe effectivement entre Jean-Louis Borloo et Jean-François Copé. Si jamais Jean-Louis Borloo et Jean-François Copé disent qu'il faut une union derrière Jean-Luc Moudinque. Vous reviendrez me poser la question au moment où les discussions nationales auront lieu, voilà, donc sur le travail d'union. On a 2 années qui s'ouvrent devant nous, qui vont être des années riches en événements électoraux, et on est là pour gagner des parts de marché, s'imposer comme une force politique majeure sur ce territoire et au niveau national, donc municipale, européenne, sénatoriale, et puis surtout en 2015, les élections départementales et régionales sur lesquelles on sera présent. Donc nous avons l'intention d'avoir 2 à 3 fois plus d'élus que ce que nous avons aujourd'hui et de doubler le nombre d'adhérents de l'UDI. Alors pour l'instant, il y a 20 élus et 600 adhérents à l'UDI. Sans transition, à Casselardy, les personnels de l'unité psychiatrique ont organisé un barbecue de la colère. C'était plus ou moins à la mode, les barbecues en ce moment, Jérôme. Oui, ça fait plusieurs mois que ces professionnels de santé sont en grève. Depuis hier, ils tentent d'empêcher le déménagement de leurs services dans un nouveau bâtiment. Ils estiment qu'ils ne sont pas assez nombreux pour en assurer le bon fonctionnement et réclament donc une augmentation d'effectifs. Christelle Daou. Ils sont 15% du personnel de psychiatrie à manifester contre la décision de transférer les patients. Les grévistes réclament 36 postes supplémentaires, 5 ont déjà été créés. C'est insuffisant selon les syndicats. Les patients ont conscience des conditions matérielles dans lesquelles ils vont se sentir bien dans les locaux, mais s'il n'y a personne pour être à leur écoute et s'occuper d'eux, la difficulté sera là. Il y a des ateliers qui ne pourront peut-être pas être menés parce qu'il manquera de personnel dans les services. Et donc, si c'est pour que les patients pâtissent
de la difficulté de gérer des choses matérielles comme sortir les patients en sortie thérapeutique, les accompagner en consultation, etc. Ce sera plus possible parce qu'il faudra que les soignants soient assez nombreux pour les accompagner et ce n'est pas le cas. Le nouveau bâtiment a été conçu avec des normes sécuritaires et sanitaires plus importantes, un déménagement qui serait donc attendu par les patients. Non seulement l'ancien bâtiment est vétuste, mais il comporte des chambres à 3 lits sans sanitaire, il comporte des risques d'incendie et il comporte également, quand il pleut beaucoup, des passages d'humidité, des toits terrates au sous-sol. Je crois que les patients, les familles de patients, espérer des conditions plus humaines depuis de nombreuses années. Nous avons reçu énormément de courriers se plaignant des conditions d'hospitalisation. Et le fait de retarder ce déménagement, c'est une sorte d'atteinte à l'humanisation que les patients peuvent espérer. Malgré les perturbations liées au déménagement, les négociations avec la direction sont en cours. Le nouvel hôpital de psychiatrie accueillera comme prévu les patients. Parlions donc de l'unité de psychiatrie de CHU de Toulouse. Santé toujours. Jérôme, connaissez-vous les gestes qui sauvent? Certains en tout cas, j'en connais certains. Alors, petit test, on va écouter un son et on va voir une image et on revient avec vous pour savoir ce que c'est. Appliquez fermement les électrodes sur la poitrine de la victime comme indiqué. Connectez le câble des électrodes. Analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas la victime. Un choc est indiqué. Chargement en cours. Tout le monde se tient à l'écart. Et oui, donc il s'agit d'un défibrillateur. Heureusement, pour l'instant, je n'ai pas encore eu besoin de m'en servir. Aujourd'hui, la Croix-Rouge française organisait des démonstrations de massage cardiaque et d'utilisation justement de défibrillateurs. C'est dur à dire, hein. Personne n'y arrive d'ailleurs. Place Saint-Georges. Mais un défibrillateur, justement, ça sert à quoi? Eh bien justement, on va écouter un secouriste qui nous en parle et il nous dit vraiment les fonctions exactes du défibrillateur. Alors, le défibrillateur sert quand un cœur est en fibrillation, c'est-à-dire qu'il fait des mouvements anarchiques. Et donc, quand il fait des mouvements anarchiques, il ne peut plus en fait amener le sang correctement aux organes. Vous posez le défibrillateur, c'est lui qui sait si le cœur est en fibrillation ou pas. Alors voilà, les gestes qui sauvent. Alors le slogan c'est simple, hein, une vie, 3 gestes. Alors déjà il faut appeler le 15 dès le départ, ensuite masser et utiliser le défibrillateur si on a besoin. Il faut savoir qu'il y a quand même 200 morts par jour en France à cause d'un arrêt cardiaque, 400 000 en Europe et c'est la première cause de mortalité chez les moins de 50 ans. Nous avons toujours ce secouriste de la Croix-Rouge et il nous parle évidemment du défibrillateur et de combien de vies on peut sauver grâce à son utilisation. Entre le massage, la défibrillation et l'intervention des secours, du SAMU, avec le médical, on compte à peu près 40% de chances de récupérer une personne. Alors, il faut savoir qu'il y a seulement 1,5 million de personnes qui ont les bons gestes en France. Donc, c'est pour ça que des opérations de sensibilisation comme celle-ci sont extrêmement importantes. Et il va y en avoir une bientôt, Jérôme. Oui, justement, la Croix-Rouge sera présente sur un gros événement sportif dans quelques jours. Pour le week-end du marathon de Toulouse, il y aura encore des opérations comme ça de sensibilisation justement au massage cardiaque et aux gestes de premier secours. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Cette célèbre phrase de Claude Nougaro est dans la chanson Toulouse, l'hymne à notre ville. Vous voulez la chanter, cette belle chanson? Oh, peut-être pas tout de suite. D'accord. Alors à l'Espagne, c'est le flamenco, bien sûr, mais pas forcément avec des castagnettes, ni forcément avec des froufrous. Toulouse accueille la 2e édition du festival consacré au flamenco, donc cet art andalou, à partir de demain et jusqu'au 31 à l'espace Job, au 111 Lunares, je le dis bien, hein, et à Saint-Pierre-des-Cuisines. Alors Marie Larpan nous en dit plus et je pense qu'elle a dansé elle-même. Comme un festival, c'est l'histoire d'un groupe de passionnés qui, de Tablaos en stage flamenco, finit par organiser son propre festival, une quinzaine flamenca qui refuse l'élitisme. Le fait de réunir des soirées un peu plus informelles où on danse et où on fait un vernissage d'une exposition, des spectacles axés sur la danse plus ouverts aux personnes qui ne sont pas forcément connaisseuses du flamenco et des soirées récitales de guitare par exemple où il faut être un peu plus averti pour pouvoir en apprécier le contenu, c'est une manière de
de répondre au plus de demandes possibles. Le flamenco a quitté son Andalousie natale depuis bien longtemps. Matiné d'influence du monde entier, il compte aujourd'hui de plus en plus d'aficionados. L'idée, c'est de montrer que le flamenco, effectivement, ce n'est pas seulement la robe à volant et à pois, mais que c'est aussi une musique universelle, une culture que l'on peut partager. Je pense qu'il ne faut pas forcément connaître les codes pour venir à un spectacle de flamenco. Au programme de la danse, du chant et un récital entièrement féminin, avec la chanteuse Mercedes Cortés et la guitariste Antonia Jiménez, une formation très rare encore aujourd'hui. Il existe 2 guitaristes femmes qui évoluent à ce niveau en Espagne. Antonia Jiménez en fait partie. Elle a également joué autour des plus grands. L'an dernier, elle était déjà sur la scène de Lunares, elle a accompagné un spectacle et on a tellement apprécié son jeu, son toque, comme on dit dans le flamenco, qu'on a souhaité la mettre sur le devant de la scène en lui donnant une soirée carte blanche. Et avoir des musiciens femmes, des guitaristes femmes, ça apporte une nouvelle touche, une sensibilité différente de celle des hommes. Le duende, cet esprit malin, génie de l'inspiration de l'artiste flamenco, sera au rendez-vous des jeudis soirs à l'Espace Job avec la compagnie Luisa. Culture toujours avec la venue ce soir du groupe Texas au Zénith. Après plus de 20 ans d'existence, le groupe a sorti un 8e album cette année. On écoute un extrait du single The Conversation. Oui, la chanteuse de Charlene Spiteri, fameuse mythique chanteuse de Texas, a fait une chute lors du tournage de ce clip. Alors comme elle a le sens de l'humour, elle l'a mis elle-même sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse rigoler. C'est pas mal, non ? Je pense qu'elle s'est fait très mal quand même. Non, sinon on l'aurait pas mis. Voilà. En tout cas, ça montre son sens de l'humour, Jérôme. Musique toujours avec le groupe La Femme en concert ce soir au Connexion Café. Ces 5 musiciens de moins de 20 ans reprennent le son des années 80 et la mode de la surf music. Ils viennent de faire une tournée aux États-Unis. Les Américains en raffolent, paraît-il. On écoute un extrait. Prends le bus. Ça ressemble un peu à du Taxi Girl. Oui, enfin, on peut voir les influences années 80, même Élie Jacquenot. Moi, j'aime beaucoup même cette espèce de puissance. Les paroles ne veulent rien dire, mais ils ont plein d'énergie. Et j'aime bien qu'il y ait un renouveau de la culture française et de la chanson française, Jérôme. C'est vrai que le texte n'est pas très présent. Prends le bus, anti-taxi. Ça, c'est fort, non? Mais traduisez des textes anglais, vous verrez, ils sont pas mieux. Je vous laisse juger. Ils sont un peu plus longs. Pour être tout à fait complet, le Stone Age Festival a lieu ce soir à la Dynamo. 4 groupes de métal y sont programmés. Vous aimez bien le métal? Est-ce qu'il faut avoir des cheveux longs et des cuirs pour faire du métal? Pas nécessairement, mais il faut bouger la tête, il me semble. C'est le headbanging, c'est dur à faire. Ouais. Bonne soirée à tous. Prochaine édition de votre journal demain à 19h. Vous retrouverez à cette même place Marie Larpan et Jean-Marc Lucas, il me semble. À demain.